Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce week-end, l'Union européenne a décidé de sanctionner la plateforme X, le réseau social d'Elon Musk, sous motif de non-respect du règlement européen sur les services numériques. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et notamment de la part d'Elon Musk. C'est pourquoi je reçois ce matin Claude Cholet pour réagir à cette actualité. Monsieur Cholet, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous retrouvons pour décrypter ensemble l'actualité concernant l'amende infligée à X, donc le réseau social d'Elon Musk, car en effet, pour rappel, l'Union européenne a décidé de sanctionner la plateforme pour non-respect du règlement européen sur les services numériques, avec une amende de 120 millions d'euros. Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette sanction et du motif qui est donné ? Alors, c'est une vieille histoire, hein, que la guerre entre Elon Musk et l'Union européenne. Hein. Alors, il faut remonter un petit peu loin. Il faut remonter à décembre 2020. Décembre 2020, l'Union européenne discute du DSA. Alors, qu'est-ce que c'est que le DSA ? C'est le Digital Services Act. Alors, vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, le DSA, au départ, je dirais, c'est plutôt positif. C'est faire en sorte que les Européens, que l'Europe soit plus indépendante des GAFAM américains. Alors ça, c'est la surface des choses. Sur la profondeur et sur les véritables objectifs, c'est pas tout à fait ça. C'est la lutte contre la haine et la lutte contre la désinformation. Alors, vous savez, c'est la suite du RGPD, etc., etc., etc. Alors, le DSA ne rentre pas en vigueur tout de suite. Il rentre en vigueur en 2024. Mais déjà, en 2022, il y avait eu des passes d'armes entre Thierry Breton, qui à l'époque était encore commissaire auprès de l'Union européenne. Il a quitté ses fonctions depuis. Parce que quand Elon Musk rachète en début 2022 Twitter pour le transformer plus tard en X, au mois d'octobre, donc quelques mois plus tard, il dit « l'oiseau est libre ». Voulant dire par là, au fond, qu'il y aura moins de censure sur X Twitter ou Twitter X, comme vous voudrez, qu'il y en avait auparavant. Et par exemple, il rétablit le compte de Donald Trump qui avait été supprimé. Immédiatement, le 28 octobre 2022, j'ai retrouvé la citation, et Thierry Breton fait un tweet en disant l'oiseau est libre, mais il volera suivant nos propres règles en Europe. Alors, pour voler ses propres voler ses propres règles, c'est pas tout à fait en suivant les règles de l'Europe, c'est pas tout à fait ça. Car au fond, il s'agissait plutôt de couper les ailes d'X et Twitter. Et il y avait déjà eu des menaces à travers le DSA, sur Twitter et sur TikTok aussi partiellement, mais la véritable cible était Twitter. Alors pourquoi la véritable cible est Twitter ? Parce que depuis le rachat de Musk, eh bien, nous constatons qu'un grand nombre de comptes qui avaient été supprimés de manière illégitime ont été rétablis, et que même si la liberté n'y est pas absolue, la liberté absolue, ça n'existe pas, et il y a toujours des formes de censure, on est beaucoup plus libre sur X Twitter depuis 1 an ou 2 ans et demi qu'on ne l'était auparavant. Et c'est ce qui déplaît à l'Union européenne. Alors, je reviens un peu en arrière, le DSA, la lutte contre la haine. Alors, qu'est-ce que c'est que la lutte contre la haine ? Je ne sais pas, moi je connais personne qui soit pour la haine. Quand on interroge les gens, on dit ils sont plutôt pour l'amour. Les discours de haine, alors je sais pas moi, dire par exemple peut-être l'immigration n'est pas absolument une chance extraordinaire pour l'Europe. Bon, ça peut être considéré comme un discours de haine, peut-être considéré qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Ça peut être aussi un discours de haine anti-homophobe ou anti-trans, ou tout ce que vous voudrez. Donc ça, c'est la première partie, la lutte contre la haine, entre guillemets. La deuxième partie, c'est la lutte contre la désinformation. Et le DSA précise que les grandes plateformes, il y en a 18 au total, dont X Twitter, doivent se doter de moyens suffisants
pour filtrer les informations et empêcher que les fausses nouvelles soient diffusées. Et s'ils ne respectent pas cette obligation de moyens, c'est une obligation de moyens, nous y reviendrons un petit peu plus tard, ils sont susceptibles de recevoir des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Alors les 120 millions d'euros ou de dollars infligés à Musk, je ne sais pas comment ils ont calculé ce montant. Est-ce que c'est par rapport à leur chiffre d'affaires en Europe? Est-ce que c'est par rapport au chiffre d'affaires mondial? Bon, je ne sais pas. Bon, enfin, à quoi ça correspond tout ça? Ça correspond à une tentative de museler Elon Musk et d'établir ou de rétablir plus exactement la censure sur le réseau X Twitter. Alors il y a tas de gens qui ont dit X Twitter maintenant c'est pas bien, on va en partir. Bon, il se trouve que X Twitter est incontournable, je dirais, pour des contenus de qualité. Autant sur Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram, vous allez mettre plutôt des contenus à caractère de divertissement ou à caractère de personnel pour vos amis, pour votre famille. Autant TikTok, c'est un espace, X Twitter, c'est un espace de discussion, pas toujours sérieux, mais quand même nettement plus sérieux que les autres, où on va parler d'économie, de culture, de politique, de géopolitique et de liberté. Et c'est ça qui déplaît, à l'Union européenne. Donc ça, je dirais que c'est un nouvel épisode. D'un côté, entre Elon Musk, bon, ne le cachons pas, Elon Musk défend aussi ses intérêts économiques, hein, c'est bien évident. Mais il se trouve qu'il défend aussi la liberté d'expression. Donc d'un côté Elon Musk, la liberté d'expression, et aussi ses intérêts. Et puis de l'autre côté, l'Union européenne, dont les intérêts sont assez différents. Les intérêts, c'est de combattre la liberté d'expression autant que possible pour les Européens. Alors qu'on pourrait estimer que le rôle de l'Union européenne serait plutôt de favoriser la liberté d'expression et la liberté d'informer pour l'ensemble des peuples qui constituent l'Union européenne. Maintenant, si on va encore un petit peu plus loin, remontons quelques mois en arrière, au mois de juillet 2025, Aurore Berger déclare qu'elle va financer ou qu'elle va faire financer par l'Arcom des comptes. Alors c'est pas des contrôleurs de l'information, c'est ça, c'est des organismes de vérification des faits. Organismes de vérification des faits. Autrement dit, les fact-checkers qui vont pouvoir donner des bonnes notes et qui vont être financés par l'Arcom. Alors, parmi ces organismes de vérification des faits, il y aurait les décodeurs du monde, AFP Factuel, Check News de Libération, l'Université Pointer. A priori, tous ces gens-là, quand même, penchent plutôt à gauche ou sont proches du camp libéral et libertaire. Je ne vois aucun média conservateur de ce côté-là. Rappelons que dans le cadre du DSA, 150 personnes ont été recrutées à plein temps à Bruxelles pour le faire appliquer. 150 personnes qui toute la journée scrutent les réseaux sociaux. Quand je dis que scrutent les réseaux sociaux, ils scrutent quand même essentiellement X Twitter. Hein. Je pense que c'est vraiment leur obsession. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bon, j'ai vu que Elon Musk avait répondu de manière un peu vive en réclamant la fin de l'Union européenne. Bon, je pense pas qu'il ait les moyens de rendre cette déclaration efficace d'une manière ou d'une autre. C'est une déclaration d'humeur et on sait que Elon Musk peut avoir la répartie facile et parfois un peu excessive. Mais je crois que c'est un combat qui va se poursuivre. Hein. Bon, je pense pas qu'Elon Musk va se laisser faire. Il risque d'être appuyé par Trump parce que je pense que les autorités américaines vont considérer que plus ou moins c'est aussi une attaque contre les GAFAM. L'Union européenne va sans doute maintenir sa politique. Les Européens, au fond, nous Européens, les téléspectateurs, les utilisateurs des réseaux sociaux, nous sommes spectateurs de tout ça. Entre d'un côté un milliardaire américain
qui lui défend la liberté, et nos propres autorités qui luttent pour limiter notre propre liberté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Faire ce que vous faites sur Omerta, ce qu'on fait ailleurs aussi, c'est-à-dire dénoncer cette politique, car c'est une politique répressive et c'est une politique hostile non seulement à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de l'information. Il n'y a pas une liberté, il y a des libertés. La liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté de l'information. Ces libertés font partie de nos libertés concrètes, celles qui nous permettent de respirer un peu mieux. Bon, je dois dire que Elon Musk nous avait permis de respirer un peu mieux. Bon, j'espère que nous ne serons pas asphyxiés par les règlements de l'Union européenne. Vous parliez justement des définitions pour appliquer les sanctions. Il y a des définitions de règles à respecter, donc contre les propos de haine, contre les fake news. Mais qui définit finalement ces limites? À quel moment on sait qu'on rentre dans un discours de haine? Parce que, comme vous le disiez, les personnes qui délimitent un peu ces limites ont déjà des positions elles-mêmes. Donc au final, est-ce que ces règles et ces limites sont vraies? Enfin, qui définit ça déjà? Ces règles et ces limites, je dirais qu'elles sont faites sur mesure pour coupler le sifflet, si vous me permettez cette expression familière, à des voix dissidentes qui ne plairaient pas à l'Union européenne. Bon, je vais revenir aux 3 I, l'immigration, l'islam et la sécurité. Bon, il ne faut pas parler d'insécurité, il faut parler de sentiment d'insécurité. Si on parle de l'islam, c'est vraiment en faisant très attention, parce que sinon, même si on dénonce les frères musulmans et le rentrisme, on peut être soupçonné d'islamophobie, etc., etc. Au fond, c'est l'Union européenne qui détermine ses propres règles. Pourquoi? Pour que, entre guillemets, les bonnes informations arrivent aux bons citoyens qui vont émettre les bons votes le moment venu. L'histoire des fake news, ça remonte, le terme même de fake news remonte à 2016. Et 2016, c'était le moment où des choses se sont passées qui n'auraient pas dû se passer. Entre autres, 2 choses, l'élection de Trump et le Brexit. Et le camp libertaire, pour au fond se dédouaner, a dit au fond, si les électeurs ont mal voté, c'est pas entièrement de leur faute, c'est parce qu'ils ont eu les mauvaises informations. S'ils avaient eu les bonnes informations, ils n'auraient pas eu Trump et le Brexit n'aurait pas eu lieu. Il faut maintenant que les bonnes informations parviennent aux électeurs au travers de filtres. Ces filtres seront émis, contrôlés par les pseudo-fact-checkers, et grâce au EDSA, le Digital Services Act, grâce aussi au Digital Marketing Act, etc., etc. Toutes ces règles qui, sous couvert de lutter contre les GAFAM, ce que je comprends, je ne suis pas pour que les GAFAM contrôlent l'Europe, sous couvert de lutter contre les GAFAM, en réalité entravent notre liberté, nos libertés au quotidien. Et finalement, en fait, ça cache totalement un contrôle du débat public et de la liberté d'expression. C'est l'iceberg. Il y a l'iceberg, on voit un tout petit bout. Alors, le tout petit bout, c'est l'indépendance des GAFAM, et tout ce qui est immergé, qui fait 95% de l'iceberg, en réalité, c'est le contrôle de l'information et des formes diverses et variées de censure. Et dans quelle mesure ces limites, en fait, ces délimitations, donc parfois et même souvent très floues ou inégales, parce qu'elles ne s'appliquent pas à tout le monde visiblement, peuvent-elles conduire à une surinterprétation politique ou idéologique? C'est déjà le cas. Alors, surinterprétation, je ne sais pas, mais je crois que surtout, ça peut conduire à la pire des censures, celle qui ne se voit pas, et c'est l'autocensure. C'est à partir du moment où vous estimez que vous êtes surveillé sur un réseau social quelconque. Et je mets tout à fait à part des choses qui sont normalement interdites.
Vous ne pouvez pas appeler au meurtre de votre voisin parce que vous avez un conflit sur votre clôture. Vous ne pouvez pas faire de la propagande pour la pédophilie ou la pédocriminalité. Tout ça, on est entièrement d'accord. Mais si vous ne pouvez pas exprimer votre opinion normale, mesurée, sur l'immigration, sur l'influence de l'islam en Europe, sur l'insécurité que vous subissez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous auto-censurer. Mmh. Ah ça, c'est la pire des censures. Inodore, incolore, sans saveur. Donc je crois que si au bout du bout, l'objectif de l'Union européenne, c'est non seulement de faire taire les espaces de liberté sur les réseaux sociaux, mais je crois que ça va plus loin que ça. C'est d'intimider les gens pour qu'ils ne puissent plus s'exprimer. En disant, bon, alors là, attention, si je dis quelque chose, je vais avoir de problèmes, mon compte va être supprimé, ou peut-être que le X va être supprimé, on ne sait pas, on peut imaginer le pire. Donc, allez, je ne dis rien, ou alors je le dis d'une manière tellement édulcorée et tellement insignifiante, que ça n'a plus aucun sens. Mmh. C'est sans doute la pire des censures. C'est Orwell, hein, c'est 1984, en 2025. Vous aviez également parlé de la réaction un peu d'Elon Musk qui a appelé à la dissolution de l'Union européenne, mais il a également suspendu le compte publicitaire de la Commission sur X. Concrètement, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Parce qu'apparemment, il a annoncé vouloir mener une guerre carrément contre l'Union européenne. Concrètement, que peut faire Musk aujourd'hui? Il y a une chose qu'il pourrait peut-être faire, c'est manœuvrer pour avoir l'appui de Donald Trump. Alors il y a eu quelques bisbilles entre Musk et Trump. Bon, je crois que ce sont des bisbilles à peu près normales. Vous mettez pas deux crocodiles dans le même marigot, de très fortes personnalités éruptives. Bon, forcément, à un moment donné, il y a des étincelles. Bon, on me dit qu'ils se sont réconciliés depuis. Bon, je crois qu'il pourrait faire pression sur Trump en disant, écoute, Donald, l'Union européenne me fait des misères. Est-ce que tu pourrais pas faire un peu pression? Bon, et on sait que les pressions de Trump, elles fonctionnent plutôt bien. Généralement, les Européens filent doux. Bon, je crois qu'on est devant un rapport de force. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle qui va gagner. Ma sympathie va quand même, malgré tout, plutôt à Musk, parce qu'il défend, même si ce n'est pas son objectif, il défend notre liberté d'expression. Et pour terminer cette émission, d'un point de vue plus large, comment est-ce que vous analysez l'impact de cette affaire sur justement la bataille actuelle entre les modèles médiatiques centralisés, donc régulés par l'État et l'Union européenne, et les plateformes ouvertes où l'information circule plus librement? Est-ce que ça peut représenter un tournant majeur ou est-ce que c'est un petit peu aussi du déjà-vu dans cette bataille? Bon, je ne pense pas que ce soit un tournant majeur, mais je dirais que c'est un épisode de plus entre, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler les médias traditionnels, qu'ils soient à la radio, à la télévision, papier ou même Internet, et puis tout l'efflorescence gigantesque des réseaux sociaux et aussi des médias qui s'expriment librement sur Internet, comme vous le faites. Alors il y a une lutte d'influence. On voit que les médias traditionnels sont inquiets. Ils perdent de plus en plus d'influence. Ça veut dire aussi, pas dans tous les cas, mais que dans un grand nombre de cas maintenant, ils sont atteints au portefeuille, c'est-à-dire que leurs revenus, leurs recettes sont atteintes. Et on constate aussi, et c'est vrai en particulier chez les plus jeunes, que le public s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie concurrence. Autrement dit, la vérité avec un grand V majuscule telle qu'elle pouvait être émise avec des nuances quant au caractère véridique de cette vérité il y a encore 25 ans, maintenant elle est battue en brèche. Si un média traditionnel dit un gros mensonge, et immédiatement il va y avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'internautes qui vont dire mais c'est pas tout à fait exact ce que tu dis là. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, c'est un rapport de force
Alors je crois qu'on on n'est pas au dernier épisode, c'est un épisode de plus. Alors moi, je ne pense pas du tout que les médias traditionnels disparaîtront, je ne le souhaite pas non plus, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un équilibre entre les deux, et surtout, il ne faut pas entraver la liberté de qui que ce soit, ni celle des médias traditionnels, ni celle des réseaux sociaux et des nouveaux médias. Et comment vous expliquez un petit peu aussi ce changement de mentalité dans l'opinion publique, le fait que les personnes cherchent plus à s'informer aussi librement et d'aller voir d'autres médias? Je crois que trop, c'est trop. Il y a un sondage qui est fait par le quotidien La Croix tous les ans hein, sur le, quel est l'état de l'opinion publique vis-à-vis des médias. Bon, une grande majorité des Français, plus de 60 ou 65%, n'ont pas confiance dans les médias. Si on leur demande s'ils ont confiance dans les journalistes, c'est pire, c'est encore moins que ça. Il y a une espèce de sentiment un peu confus, un peu vague, que bah, au fond, allez, les médias ne nous disent pas la vérité, ou les médias, les grands médias, ne nous disent pas toujours la vérité. Bon, il y a eu quand même l'histoire du Covid qui a beaucoup marqué les esprits. On nous a quand même raconté beaucoup de bobards, et en particulier les médias officiels, et puis il y a tout, il y a ce qu'on dit sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le cas d'Israël. Euh, je crois que trop c'est trop. Je crois que maintenant les gens se disent, bon, allez, on a une espèce d'indigestion devant des nouvelles dont on doute, et comme on a un doute, ben on dit, bah tiens, après tout, on va essayer de se renseigner ailleurs. Hein. Je crois qu'au fond, c'est une question de marché. Quand une partie des médias ne sont plus crédibles, ben on va chez le marchand d'à côté pour essayer de s'informer. Ça me paraît plutôt ça. Monsieur Chollet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. Merci, bonne journée à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain.